Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le président de la République, chef de l'État, Paul Kagame, qui prend part au forum annuel de Davos. Celui-ci, aujourd'hui, au deuxième jour, il a exhorté les pays africains et les responsables politiques en Afrique à mettre le paquet double pour la mise en place, la mise en application plutôt de la libre-échange, de la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, qui donc le chef de l'État Paul Kagame a fait cette indication ce mardi, je vous le disais donc à Davos. On va suivre un peu ce qu'a été la journée sur place et surtout ses propos par rapport à ce que les pays africains devraient faire en cette période. Dans l'avant-midi de ce mardi, le président Kagame a présidé la réunion sur l'importance du marché commun interafricain dans l'accélération du développement économique sur le continent. Étaient présents à cette réunion des dirigeants africains qui sont à Davos et des amis de l'Afrique, en particulier ceux de la zone de libre-échange africaine. Était également présent le président du Forum économique mondial, Borge Brandé. Le président Kagame a fait observer que la zone de libre-échange africaine est une initiative que différentes raisons ont entravée jusqu'à ce que l'histoire a été écrite le 21 mars 2018 lorsqu'au cours du sommet de l'Union africaine à Kigali Convention Center, les chefs d'État africains ont signé les accords qui la mettaient en place. With time, there was a huge improvement that Africa accepted reforms and also accepted that first we need to have even private sector-led. Après un certain moment, un progrès considérable a été réalisé et l'Afrique a approuvé des réformes, a accepté que de prime abord, nous avons besoin d'une économie dirigée par le secteur privé qui doit prendre les devants. Après, en 2015, c'est alors qu'il y a eu un déclic, la volonté pour que l'Afrique nous-mêmes puissions trouver la force pour nous unir et davantage faire le commerce ensemble, accroître le commerce à l'intérieur en Afrique et qu'on atteigne après nos partenaires un peu partout dans le monde parce que la zone de libre-échange africaine, c'est pratiquer le commerce entre les Africains et le monde en général. En 2016, l'Afrique a pris la décision que l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, préside ce programme et c'est à ce moment-là que le rythme s'est accéléré. C'est en outre à ce moment-là que j'ai été choisi pour présider les réformes institutionnelles de notre continent, l'Afrique. Nous avons étroitement collaboré et l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, a accompli beaucoup de travail pour que nous puissions travailler ensemble avec d'autres dirigeants africains et dans peu de temps en 2018, alors que je présidais l'Union africaine, nous sommes arrivés au point où les chefs d'État ont signé les accords de ce grand marché au niveau mondial. And in a short time, 2018, when I was the chair, le chef de l'État a indiqué que ce marché est important pour les Africains d'abord et a exhorté les pays africains à avoir davantage de volonté politique pour trouver des solutions aux défis qui entravent le fonctionnement souhaité de ce marché. We need to really make it a full reality, which it isn't yet. We need to tackle a number. Nous voudrions que ce marché soit un don car nous n'y sommes pas encore. Il y a des choses pour lesquelles nous devons trouver des solutions, en particulier les contraintes liées aux taxes. Nous avançons encore lentement alors que nous devrions accélérer le rythme. Je suis persuadé que c'est cela l'essentiel. Nous avons le marché, mais il ne fonctionne pas complètement à un niveau satisfaisant. Nous avons besoin de beaucoup faire et nous en sommes capables. Faciliter le mouvement des personnes, des marchandises et des services est l'une des petites choses, mais combien très importante. Les contraintes en ce qui concerne les visas devraient également être éliminées. Tout cela pourrait aider les jeunes de notre continent qui constituent la majorité de notre population
à hauteur de 70%, ce qui les aiderait surtout en ce qui concerne la création des innovations, de travailler ensemble et autre chose. Je crois que nous devrions réellement afficher une volonté politique qui serait remarquable à travers des actions, que nous mettions les choses en exécution parce que c'est en fait pour nous que c'est bénéfique avant qu'elle ne le soit pour le monde en général. C'est notre intérêt parce que le commerce intérieur en Afrique pourrait augmenter à un niveau réalisable et nous en avons besoin et que cela soit en parallèle avec l'augmentation du commerce entre l'Afrique et d'autres régions du monde, car même s'il est à un niveau supérieur, ce dont nous avons besoin en premier, c'est accroître le niveau du commerce à l'intérieur en Afrique. Jusqu'à l'heure actuelle, le commerce entre les pays africains est inférieur à 20% par rapport au commerce total de l'Afrique, alors que la zone de libre-échange africaine pourrait accroître son niveau jusqu'à au moins 33%, permettant ainsi une réduction de la balance commerciale d'au moins 51%. Merci donc à Kassim Youssouf. On reste à Davos justement pour parler du premier jour, un peu décrypter ce qu'a été la journée d'hier où le président de la République, Paul Kagame, donc, qui prend part à ce forum mondial. Et en marge de ce sommet, donc, le chef de l'État a participé ce lundi à une discussion sur le sport en tant que force qui unifie les gens, mais également le sport comme le soft power, ou en tout cas un pouvoir, le quatrième pouvoir qu'il va falloir conjuguer avec. Le chef de l'État a été en compagnie du cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, qui est donc l'émir de l'État du Qatar, et ainsi que le président de la FIFA, Gianni Infantino, également le président de la CAF, Patrice Motsepe, et d'autres personnalités comme l'ancien et légendaire patron des Gunners, Arsène Wenger, ont également participé à cette réunion. Il y avait également Gillian Anne Ellis, présidente de San Diego Wave FC, et Edouard Mendy, qui est le gardien national de l'équipe sénégalaise, les Lions de la Teranga, également gardien de Chelsea, ainsi que d'autres personnalités, des légendes comme Ronaldo, Luis Nazario de Lima, connu sous le nom de Il Fenomeno. Justement pour parler du pouvoir et du sport aujourd'hui, et notamment et en particulier le football, on va faire appel à un spécialiste, en tout cas quelqu'un qui travaille dans ce domaine, qui suit la question de très près. Nous sommes rejoints par Hervé Cuomo. Bonsoir, bon après-midi Hervé. Bonsoir, désolé pour ma voix un petit peu éraillée, mais c'est avec un grand plaisir que je partage ce moment avec vous. Vous êtes, j'espère que vous allez vous porter bien après ça, parce que là, on va aller vite là. Déjà, vous avez suivi, vous êtes responsable de la communication, je dois rappeler à notre audience, responsable de la communication à la FIV. Donc, c'est cette fédération-là internationale du football vétéran. Parmi les choses qui tiennent, sur lesquelles vous tenez aujourd'hui, c'est l'importance du soft power. Donc, l'importance du pouvoir que porte le sport ou les sports en général aujourd'hui. Est-ce que quand vous suivez de tels débats, quand c'est au centre des forums aussi importants que le forum de Davos, ça donne un espoir par rapport à ce que vous faites au quotidien? Oui, disons que c'est une reconnaissance de la véritable place du sport. Parce que pendant longtemps, on a considéré que le sport, c'était juste de l'amusement, des jeux, alors qu'en fait, le sport structure non seulement des nations, mais également permet quelque part du national branding, de la production de pays pour développer des marques. La marque de chaque pays
Et nous n'avons plus besoin de faire des guerres physiques pour nous imposer au centre du monde, avec des résultats sportifs, avec des belles rencontres, avec la capacité d'organiser des événements. Les pays montrent aussi leur savoir-faire. Et en Afrique, c'est encore plus important parce que nous avons des nations qui sont plutôt jeunes, qui ont eu besoin de se battre. Mais dès le départ, le sport a été utilisé comme un moyen politique dans la mesure où la première Coupe d'Afrique des Nations en 1957 s'est jouée sans l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud ne voulait pas envoyer une équipe mixte. Ils voulaient envoyer une équipe soit blanche, soit noire. Ça, c'était un débat. En 1976, pareil, les Africains n'ont pas participé aux Jeux Olympiques pour contre la politique d'apartheid sud-africaine. Donc, quelque part, on est quand même dans des choses qui sont des reconnaissances de ce qui arrive. Le Libéria a existé longtemps par rapport à George Weah. Et donc, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que les Africains s'en préoccupent aussi. Et nous, à notre niveau, ça nous permet de montrer aussi que nous, Africains, avons d'autres manières de pratiquer le sport que le sport fédéral, que le sport de compétition, qui reste un sport de loisir et de passion permanente. Mais, Monsieur Hervé, on doit être réaliste. La situation en Afrique, on a plusieurs priorités, notamment on se bat encore avec la pauvreté, il y a plusieurs chantiers en tout cas qui sont prioritaires sur le continent africain. Est-ce qu'on doit vraiment dire que les pays africains doivent parier, doivent mettre une pièce sur le sport comme un moteur de développement qui puisse, en tout cas un des piliers qui puisse tenir notre économie et qui puisse tirer le continent, en tout cas du gouffre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui? Affirmatif. Moi, je vais vous donner des exemples. C'est qu'en fait, il faut penser le sport de manière globale. Le sport, c'est d'abord un élément qui permet de se maintenir en santé le plus longtemps possible. Ça donne des habitudes, ça donne un certain nombre de rythmes, un certain nombre de réflexes. En mettant le sport dès l'école et en obligeant les enfants à avoir la moyenne à l'école, on a une possibilité de faire du profilage, du profiling pour trouver à la fois de bons sportifs et de bons enfants qui peuvent avoir des résultats scolaires qu'on peut aider à s'améliorer. En leur permettant de jouer, on permet de développer des métiers autour. Des métiers qui tout ce qui concerne effectivement le sport en lui-même, mais les pratiques à côté, le data, des choses comme celle-là, qui sont importantes. On développe un écosystème. Mais en plus, si on s'améliore dans notre façon de détecter les enfants, dans notre façon de les faire jouer, sachant que l'Afrique est déjà l'endroit où il y a le plus de jeunes de moins de 18 ans dans le monde, on peut avoir justement une balance commerciale, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la balance commerciale qui devient excédentaire, parce que plutôt que d'envoyer des jeunes pépites, on pourra envoyer des produits finis. L'Afrique n'a pas de transfert qui dépasse les 3 millions de dollars pour sortir du continent, alors que le Brésil fait sortir des Neymar à 100 millions de dollars. Donc quelque part, il y a un gap. Et en investissant dans le sport, on investit dans une économie qui, bien gérée, permet d'avoir d'autres éléments, parce que effectivement, si on travaille sur le sport, les gamins vont s'habituer à soigner, à préparer tout cet environnement autour, et ensuite on va les professionnaliser avec une connaissance dès le départ, et ainsi de suite on pourra monter en 20, 30 ans des générations qui sauront faire des choses, mais surtout sur le plan économique, en ayant des joueurs qui sont bien formés au moment du départ, on a la possibilité d'avoir justement des produits finis, et donc une cote importante, et donc ça fait que notre balance commerciale là-dessus va en bénéficier. Il y a, parmi les documents, lorsque je lis vos documents, on voit que vous donnez l'exemple du Rwanda et du Qatar. Aujourd'hui, peu de gens ont compris au départ que le Rwanda puisse être partenaire d'une équipe comme Arsenal. Et des gens se disaient, en tout cas, c'est trop osé pour le Rwanda. Est-ce que vous comprenez, ou au départ, vous avez compris la démarche du Rwanda, ou en tout cas du Qatar, ce qu'ils font aujourd'hui en France et en Europe de manière globale? Oui, disons, je trouve, déjà pour je vais en deux points. Les deux sont audacieuses. C'est-à-dire le Qatar, c'est quand même un petit pays. C'est l'équivalent, excusez-moi mes références, mais c'est l'équivalent de l'Île-de-France. Quelque part, ça ne doit pas être très grand, je ne peux pas situer ça par rapport au Rwanda, mais ça n'atteint pas certainement, ou alors c'est à peu près comme le Rwanda, mais c'est un pays qui est connu aujourd'hui de par le monde, par ses investissements sportifs, essentiellement, parce que finalement, même la vie au Qatar n'est pas connue. Maintenant, quand le Rwanda s'est placé sur Arsenal puis sur le Paris Saint-Germain, j'ai trouvé
intuitif, osé, mais il fallait le faire. Ça signifie que... Et ça a été une vraie stratégie. C'est ça aussi qui est intéressant dans l'exemple rwandais. Ça a été une vraie stratégie, c'est-à-dire c'est d'utiliser la surface qu'offre le sport et d'aller chercher des leaders, de ne pas aller chercher des équipes qu'on ne voit pas. On voit Arsenal 38 fois par an minimum, plus les matchs de Coupe d'Europe, les matchs de Coupe d'Angleterre. Et le Paris Saint-Germain, c'est pareil. Et donc, là, ça fait que la marque Visit Rwanda est devenue une marque connue par les gens qui suivent le sport. Et à partir de ce moment, en développant cette offre touristique, quelque part, on est dans une logique. Donc, le sport, on a utilisé le sport, quelque part, pour faire ramener des devises au Rwanda, pour faire connaître le Rwanda, ramener des devises. Et une fois que ces touristes sont venus au Rwanda et qu'ils voient qu'il y a un environnement structurel qui leur permet de faire du business, ils peuvent rester. Donc, finalement, c'est une situation win-win et c'est intéressant pour tout le monde. Merci beaucoup Hervé Kouamouo. Je rappelle que vous êtes responsable de communication à la Fédération internationale de football vétéran et c'est depuis la France que vous avez intervenu sur la télévision rwandaise. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup à vous. Voilà. À très bientôt. Voilà, on revient en actualité et surtout on va en Afrique où le Premier ministre du Rwanda, le docteur Edouard Ngirente, qui représente le chef de l'État Paul Kagame au sommet donc annuel à la 57e réunion annuelle de la Banque africaine de développement, la BAD. C'est une conférence qui se tient à Accra. Nous sommes au Ghana. C'est une conférence de 2 jours sous le thème de construire sur le changement climatique et la meilleure façon d'aider le continent africain à atteindre ses objectifs, notamment en matière d'électricité. Le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, a donc été l'un des intervenants de la journée où il a parlé notamment de la situation de la Covid-19 qui a frappé le Rwanda et surtout qui a parlé du taux de croissance économique du Rwanda avant cette pandémie, un taux de croissance qui est donc de 9,4% seulement. Il a dit que le Covid a en tout cas frappé de plein fouet l'économie du Rwanda tout en expliquant les stratégies que le Rwanda a mis en place pour recouvrer de cette situation. On vous rappelle que c'est un sommet auquel participent plus de 3000 personnes à Accra, au Ghana. On revient en actualité nationale pour parler des investisseurs rwandais qui disent vouloir unir leurs efforts pour investir dans l'industrie de transformation. Ceci afin de pallier au manque des produits dérivés des produits dérivés du cuir et le Rwanda qui est cité comme un des pays qui produit le cuir de meilleure qualité. Les détails avec Kassim Youssouf. L'entreprise Musa Design confectionne des souliers en cuir à Gikondo dans la ville de Kigali. Elle indique que le manque de cuir est pour elle un grand défi. dukunze gukoresha cyane tuzibona ku isoko ryo mu Rwanda ariko uburyo zigera mu Rwanda harizo dukoresha. Le cuir que nous utilisons est disponible au marché local et nous en importons de l'extérieur, mais celui de l'intérieur n'est pas de très bonne qualité et son traitement est lent, ce qui entraîne la hausse de son prix. L'association Sipetra procède à la transformation de la peau de manière traditionnelle. Elle indique que le procédé qu'elle utilise est pénible, suite notamment au manque de moyens pour acquérir des machines appropriées. Notre regard est limité parce que nous devrions les confectionner nous-mêmes. Vous avez vu le cuir que nous fabriquons à partir des plantes. Si nous utilisons du matériel moderne, on peut avoir du cuir de bonne qualité. Nous avons cette mentalité de croire que nous devons porter des produits importés pour être chic que les autres, alors que nous pourrions les confectionner nous-mêmes. C'est très dommage de ne pas avoir assez d'usines
parce que je suis persuadé que celles qui sont disponibles ne sont pas suffisantes et ne satisfont pas le marché. Lors du congrès de RPF tenu fin avril, le président de la République, Paul Kagame, a fait observer que le problème de l'inexistence d'investissements dans la fabrication des souliers et de création d'industries de transformation de la peau au Rwanda doit être rapidement résolu. Le chef de l'État a alors invité le secteur privé et les instances administratives à mettre en exécution le programme de création de ces usines. Ceux qui sont chargés de l'investissement dans le pays, qu'est-ce qui nous a fait défaut pour que le Rwanda ne puisse pas confectionner des souliers? La peau est disponible parce que nous avons du gros bétail et d'autres ressources animales. Les gens égorgent du bétail, des vaches ou autres ressources animales pour la chair et la peau est jetée ou vendue alors qu'il y a des gens qui confectionnent des souliers. Autrefois, il y a 20 ans, j'étais quelque part en Afrique, dans certains pays, et on m'a dit qu'au Rwanda, et à ce moment-là, nous n'avions pas beaucoup de vaches, on m'a dit que parmi le cuir pour la confection des souliers, le Rwanda dispose du cuir de qualité, je crois, au niveau du monde. Vous comprenez que nous avons la peau, mais nous n'avons pas pu trouver des gens qui savent confectionner des souliers, qui savent transformer la peau. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, RDB, qu'est-ce qui manque? Lorsque certains acteurs du secteur privé rwandais ont visité la semaine dernière l'usine de transformation de la peau Egypt Sag Tannery, ils ont trouvé qu'ils peuvent collaborer et investir dans l'usine de transformation de la peau. Nous quittons cette place après avoir créé une entreprise. Nous avons trouvé un partenaire ici. Nous nous sommes engagés à collaborer avec lui pour nous développer et développer notre pays afin de ne plus acheter très loin des souliers et des sacoches pour avoir des produits de qualité et durables confectionnés en cuir. Entre-temps, une équipe pour faire le suivi a été constituée. Une fois rentrés au Rwanda, nous allons nous regrouper comme le veut la tradition afin d'avancer ensemble et réaliser ce projet, le perfectionner et ensuite nous développer. L'usine Sag Tannery que les acteurs du secteur privé rwandais ont visité est opérationnelle depuis 20 ans et le cuir qu'elle produit est utilisé dans différents pays à travers le monde. Son propriétaire, Mahmoud Sag, indique qu'il est prêt à collaborer avec les Rwandais pour construire une usine moderne dans la sous-région. C'est cela dont on a parlé aujourd'hui pour qu'ensemble, nous puissions investir tous ensemble parce que c'est important avec l'aide du gouvernement, car il ne s'agit pas d'un moindre investissement, c'est un secteur important et ce n'est pas facile. Cependant, nous sommes prêts à venir investir au Rwanda avec le soutien du Rwanda. Bien que les deux parties se soient engagées à collaborer pour investir dans la transformation de la peau, c'est encore un projet en perfectionnement où l'on examine tout ce qu'il faut afin de créer une usine pouvant transformer au moins 600 peaux par jour. Merci donc à vous tous qui nous avez suivis et surtout qui continuez à marquer votre fidélité à nos programmes. Merci à toute l'équipe qui m'a réalisé, qui m'a permis de vous attendre. Et à mon nom propre, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition. En attendant, restez bien fidèles à nos programmes. Au revoir.